Alors, pour poursuivre cette discussion, dans la prochaine demi-heure, nous avons deux invités. Je vous présente tout d'abord Claude Garcia, qui est administrateur de société que l'on retrouve dans nos studios de Québec. Monsieur Garcia, bonjour. Bonjour. Et on a également un deuxième invité, un autre habitué sur ce plateau, Carlos Letao, économiste en chef chez Valeurs Mobilières Banque Laurentienne. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, peut-être une première réaction face à cette annonce qui n'est pas un budget, mais bien une nouvelle politique économique. Une première réaction, Monsieur Letao? Bon, une nouvelle politique économique, mais dont les grands axes sont déjà connus depuis longtemps. Depuis longtemps, au Québec, on parle de ces choses-là. Donc, j'ai pas vu vraiment de grandes choses de nouveau. En fin de compte, j'ai vu même une tentative de recomposer le ministère du Développement économique qui avait été brisé en plusieurs morceaux avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Là, on essaie de recoller ces morceaux-là pour justement rendre le développement économique plus cohérent, ce qui est une bonne chose à mon avis. Parce que dans l'annonce d'aujourd'hui, oui, il y a de l'argent neuf, mais il y a beaucoup aussi de crédits, d'impôts. Donc, c'est une façon de relancer l'économie? Une façon de relancer l'économie. Aussi, à peu près un tiers de l'argent qui est mentionné va être le fruit d'un réaménagement des dépenses courantes. Donc, net, on verra bien, parce que si on prend de A pour donner à B, en soi, ce n'est pas tellement stimulant. Donc, il va falloir comment ce réaménagement-là va être fait. Donc, on va avoir plus de détails possiblement au cours des prochaines semaines. Oui, je pense que c'était, comme M. Poitier a dit, c'était ambitieux quant aux objectifs. Le gouvernement a annoncé les grandes lignes et ces grandes lignes-là sont correctes. Mais alors là, les détails sont à suivre. D'accord. Monsieur Garcia, pour vous, une première réaction par rapport à cette nouvelle politique? Bien, moi, je dirais que moi, quand je lisais ce document-là, je me disais, bien voilà, c'est un discours de budget auquel on assiste, mais je pense que le gouvernement voulait faire un budget, mais comme les chiffres ne sont pas bons, et les chiffres pour l'an prochain vont être encore plus mauvais que cette année, il a décidé d'en faire une politique économique en annonçant une série de mesures. Personnellement, il y a seulement deux mesures là, qui sont concrètes à court terme. Il y a le programme Éco-Rénov là, qui va certainement avoir des effets d'entraînement sur l'économie québécoise et qui, en fait, constitue, selon moi, une admission que le Québec est sur le point d'entrer en récession parce que c'est un programme similaire à celui qu'on avait adopté là, à la sortie lors de la crise de 2008. Et effectivement, le gouvernement reconnaît maintenant que le Québec est en récession. La deuxième mesure, c'est l'accélération des travaux du plan d'infrastructure là, pour les écoles et pour les établissements du CEPAC, etc. Eh bien, ça c'est une reconnaissance que les mesures que le gouvernement a adoptées ont eu comme conséquence cette année de retarder énormément les investissements en infrastructure et ça a eu des conséquences négatives sur l'emploi. Donc, on essaie de corriger un peu le tir là, en accélérant ces projets-là pour remplacer une tonne de projets qui ont été retardés par les mesures, à mon avis, et par l'approche un peu théorique que le gouvernement a prise pour lutter contre la corruption. On aurait pu avoir des méthodes beaucoup plus expéditives pour punir les entreprises, par exemple, les assujettir à des amendes importantes ou leur demander de donner des garanties financières importantes compte tenu des torts qu'ils ont causés au Québec. Mais là, on a choisi une approche très bureaucratique et ça prend énormément de temps. Donc, j'aimerais m'attaquer peut-être... c'est vraiment des reconnaissances que le gouvernement reconnaît ses erreurs et essaie de les corriger. J'aimerais m'attaquer à un sujet qui vous est cher, les surplus d'électricité. On va attirer 1,6 milliard en investissement grâce à ces surplus d'électricité. Qui on va attirer avec ces surplus-là? Bien, je ne sais pas. Je serais bien curieux de le savoir. Et d'ailleurs, pour moi, les chiffres qu'on lance en termes de création d'emplois, le gros là, des investissements qui sont faits, ça va être pour l'achat de voitures électriques. J'ai rien vu dans le document. Là. On parle de 140 millions qu'on va dépenser l'an prochain par rapport à 30 millions cette année. On appelle ça le transport électrique. Ça semble être des subventions pour l'achat de voitures. C'est pas expliqué dans le document. Enfin, j'ai pas vu. Et il y a aussi les questions des voitures hybrides. Donc, en général, il y a très peu de précision là-dessus. On parle du métro de Montréal, mais quand le métro a été annoncé, le prolongement de la ligne vers Anjou, la ligne 5, eh bien, il n'y avait pas d'échéancier qui a été donné et on n'a pas pu avancer avec ce document-là. Donc, il n'y a rien de concret, certainement rien à court terme. On parle du pont Champlain sur lequel on veut installer un train léger et rapide.
et le gouvernement dit dans le document que c'est sa responsabilité de le faire. Mais encore là, aucun échéancier, aucun chiffre, rien de précis. On annonce un nouveau projet qui est de mettre des autobus, des trolleybus, là, des autobus électriques sur la rue, sur le boulevard Saint-Michel à Montréal. Mais là encore, il n'y a pas d'échéancier. Il y a tout ce qu'on nous dit, on parle d'un certain nombre d'autobus. Donc, c'est très imprécis, ces choses-là. On a un montant de 50 millions par ailleurs qu'on veut donner pour le développement d'un véhicule électrique. Est-ce que c'est pour essayer de convaincre Bombardier, par exemple, de développer des variantes électriques à son fameux Spider, là, la motocyclette à 3 roues qui connaît un succès quand même assez impressionnant. On en voit de plus en plus sur les routes du Québec. Je vais donner la parole peut-être à M. Létao. Si on reste sur ces surplus d'électricité-là, 10 000 nouveaux emplois simplement en attirant des investissements, ça vous semble réaliste? Bon, c'est réaliste, mais ça va dépendre de quel type d'investissement on va attirer. Et encore là, comme M. Garcia a dit, les détails sont encore à venir. Il va falloir bien examiner tout ça. Ce que j'ai trouvé un petit peu peut-être maladroit, c'est qu'il y a plusieurs projets qui font référence à Montréal, donc des choses pour Montréal, que ce soit le métro, que ce soit le pont Champlain ou que ce soit le trolleybus sur Saint-Michel. Mais il me semble qu'avant d'annoncer ces choses-là, il faudrait consulter avec les élus locaux. Surtout, on est en pleine campagne électorale municipale. Laissons donc aux Montréalais de choisir qu'est-ce qu'ils veulent au juste pour leur ville avant d'imposer ces choses par Québec. Donc il y a cet aspect qui me dérange un petit peu. Mais au-delà de ça, un endroit où c'était un peu plus précis dans le document, c'est que le gouvernement veut essayer d'attirer ce qu'on appelle des server farms, donc des endroits où il y a des serveurs d'ordinateurs et qui sont des secteurs qui utilisent beaucoup d'énergie, c'est très énergivore. Et en effet, si on a des surplus énergétiques, le Québec serait bien positionné pour attirer ce type d'investissement chez nous, ce qui est très bien, mais ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Monsieur Garcia parlait d'une possible récession. Pour l'instant, on est rendu à 4 mois consécutifs de baisse. Mais avec les nouvelles mesures qui ont été annoncées aujourd'hui, pensez-vous qu'à la fin de l'année, le gouvernement du Québec va être capable de sortir avec un bilan positif net d'emploi? Moi, je pense que pour ce qui est de la croissance, je ne réponds pas à votre question, mais pour ce qui est de la croissance économique en termes de PIB, on va arriver à une croissance positive. Donc, techniquement, il ne devrait pas avoir de récession. Par contre, en ce qui a trait à la création d'emplois, ça dépendra comment on le calcule. Si on le calcule de décembre à décembre, je pense qu'on sera en territoire négatif. Si on le calcule en termes de moyenne annuelle, on sera avec une croissance d'emploi extrêmement mince. Les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui, qui pourraient avoir un effet directement sur 2013, sont quand même limitées. Le programme de rénovation domiciliaire, ça serait intéressant en 2014 pour la création d'emplois. C'est trop tard en 2013. Écoutez, moi, je peux vous dire que l'objectif de créer 45 000 emplois avec ça, j'y crois pas du tout. Et je voudrais vous citer des chiffres qui viennent de la Banque nationale. Entre janvier 2007 et août 2013, il s'est créé 220 000 emplois au Québec. Et on croirait... avec toutes les annonces qui ont été faites, soit par M. Charest ou maintenant par Mme Marois, de subventions pour créer 100 emplois ici, 50 là, 500 ailleurs, on croirait qu'il s'est créé énormément d'emplois. Mais quand on regarde dans les faits, là, sur les 220 000 emplois additionnels qu'on a à la fin d'août par rapport à 2007, il y en a 135 000 dans le secteur public, il y en a 82 000 dans la construction et il y en a seulement 3 000 dans le reste de l'économie québécoise. Donc, toutes ces annonces de création d'emplois, ça a donné 3 000 emplois de plus là, sur une période de 6 ans et demi. Et des subventions qu'on annonce, c'est toujours la même formule, des subventions, des crédits d'impôt. La théorie économique nous enseigne que lorsqu'on crée des emplois en donnant une subvention, on en abolit autant ailleurs. Et on voit l'impact, finalement, de tout ça. D'ailleurs, moi, j'y croirais davantage si on avait adopté un certain nombre de mesures pour rendre le Québec plus compétitif, soit baisser les taxes sur la masse salariale, ou encore augmenter, ou encore régler, par exemple, on veut faire des éoliennes, mais construire des éoliennes au Québec, ça coûte 70 % plus cher qu'ailleurs en Amérique du Nord. D'ailleurs, M. Garcia, on a parlé un peu plus tôt au professeur Robert Gagné de HEC Montréal, qui, lui, voit mal comment on peut relancer l'économie sans diminuer l'imposition des entreprises. On peut l'écouter. La performance économique du Québec depuis 30 ans, qui a été
alimenté par des mesures comme ça depuis 30 ans, de toute évidence, ça ne fonctionne pas. Vous regardez l'ensemble des données disponibles et les chiffres ne sont pas là, donc, en termes de productivité, en termes d'investissement, en termes de croissance. Donc, comme on dit, si ça marchait, on le saurait, on le verrait, hein? On verrait ça marcher, on ne le voit pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, quand je dis, moi, un coup de barre, c'est que j'aurais espéré des mesures un peu plus audacieuses. Quand je vous le disais tantôt, on surtaxe l'ensemble des entreprises pour en sursubventionner certaines. On les a choisis. C'est un petit groupe. Hein? Il y a 95 des entreprises au Québec qui sont lourdement taxées. Pour en favoriser un 5 on choisit, le gouvernement choisit les chevaux qui vont gagner avant la course. Et ça ne marche pas. Donc, M. Garcia, ça rejoint un peu vos propos? Oui, c'est exactement. Je suis tout à fait d'accord avec M. Gagné. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que le Québec, il dit depuis 30 ans, mais Vincent Geloso, dans un livre qu'il a publié récemment, démontre que ça dure depuis la Révolution tranquille. Alors, ça fait 50 ans qu'on utilise le même livre de recettes. Et au lieu de changer de livre de recettes, on change de cuisinier. Alors, c'est bien de valeur. Tant qu'on ne changera pas le livre de recettes, on aura beau changer de cuisinier. Alors, que ce soit M. Charest, Mme Marois, il emploie exactement le même livre de recettes. D'ailleurs, dans le document, ce qui m'a frappé, c'est que le gouvernement Marois se vante d'avoir augmenté les subventions de 2 par rapport à l'année précédente, M. Charest. Alors, vous voyez, on est exactement dans le même livre de recettes, là. C'est juste qu'on essaie de faire mieux que l'autre avec les mêmes recettes. Monsieur Letao, diminuer le taux d'imposition, ça serait une meilleure solution pour vous? Il me semble qu'en principe, oui. C'est quelque chose qui serait plus neutre aussi. Je suis d'accord avec le commentaire de professeur Gagné que quand on met une agence gouvernementale dans la position d'être forcée de choisir des projets versus d'autres projets, ce n'est pas une situation qui est très saine pour le développement économique en général. Donc, des secteurs stratégiques, comme le veut le gouvernement du Québec, c'est peut-être pas nécessairement égalitaire pour tout le monde. Le problème qu'il y a avec cette approche, c'est qu'un secteur qui a l'air stratégique aujourd'hui, peut-être que d'ici 3 ans ne le sera plus. Donc moi aussi, je pense que ce choix-là, c'est au niveau c'est le marché, ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui vont choisir ça. Quand le gouvernement essaie de diriger l'investissement privé, disons que les cas de succès de cette approche-là ne sont pas très nombreux dans la littérature en général. Carlos Letao, économiste en chef chez Valeurs Mobilières Banque Laurentienne. Claude Garcia, à Québec, administrateur de société. Je vous garde avec nous le temps de faire une pause et on revient tout de suite après pour poursuivre la discussion dans quelques minutes. Alors, restez des nôtres. Cette émission vous est présentée par le service de règlement de différends du Barreau du Québec. Vous avez un différend et vous et l'autre partie êtes ouverts à la médiation? Vous espérez un règlement rapide et à coût fixe? Renseignez-vous, ce service est pour vous. Le saut en hauteur. Exécuté de la même façon pendant des décennies, jusqu'à ce qu'un jour un homme ait le courage de sauter le dos en premier. En renversant les conventions, Mazda a créé la toute nouvelle Mazda 6. Avec son audacieux design Kodo et ses révolutionnaires technologies Skyactiv et iActiv Sense, alliant à la fois sécurité, performance et efficacité éco-énergétique. Nous défions les conventions. Voici la toute nouvelle Mazda 6. Mazda, l'innovation en tête. Découvrez le nouveau Febreze Sleep Serenity et laissez son parfum lavande au clair de lune vous bercer vers le sommeil. Le nouveau Febreze Sleep Serenity et ses 3 parfums. Lavande au clair de lune, lait chaud et miel et jasmin et tranquillité. Un produit officiel de la National Sleep Foundation. Respirez, souriez, dormez, souriez. Mercredi. LOL. Mercredi, 19h30. Une présentation de Chevrolet. C'est le temps de choisir LCN dans votre forfait télé. Avec le Québec Matin et le Québec Matin Week-end. Mario Dumont. Franchement Martineau. 100% Nouvelles. Denis Lévesque. 30 sur le radar. Et Sophie Thibault dès 20h30. Dernières nouvelles, discussions et débats, opinions d'experts. Un contact direct avec les sujets de l'heure.
Ayez de bons réflexes. Choisissez LCN. Ce dimanche, une inspiration à coup sûr. 7 fois survivant, ça n'a pas de bon sens, ton histoire. Avec un joueur si déterminé. Les buts sont remplis, c'est 3-2. On gagne le championnat jusqu'à date. Je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris, mais c'est pas grave, t'as l'air content. Le banquier devra se méfier. Bonsoir et les Le banquier, dimanche, 19h29. Une présentation de Nissan et de Capital One. Imaginez devoir choisir entre l'art ou la manière. C'est plus élégant de tout avoir. Comme dans la fusion 2014 primée, l'art et la manière de faire des voitures. Avec technologie hybride livrable et des innovations exclusives à sa catégorie. Il n'y a que Ford pour vous offrir l'économie d'essence du EcoBoost et beaucoup plus. Allons plus loin. Alors, on poursuit notre émission sur cette nouvelle politique économique du gouvernement du Québec. Plusieurs réactions, je vous en lis quelques-unes. Tout d'abord, la CSN qui a applaudi l'initiative du gouvernement. Il y a le réseau des Carrefour Jeunesse Emploi qui déplore qu'il n'y ait aucune mesure concrète d'employabilité qui s'adresse aux jeunes Québécois. À la FCEI, on souligne, on félicite notamment ce fameux programme Éco-Rénov et la bonification du crédit d'impôt à l'investissement pour les PME, mais on déplore encore une fois la fiscalité et la réglementation qui sont en cours. La Fédération des chambres de commerce du Québec souligne les mêmes bons points que la FCEI, mais déplore de son côté qu'il y a peu de mesures prévues pour les grandes entreprises et pour les grands projets, ceux qui sont susceptibles de créer des emplois de qualité. Alors, on poursuit la discussion toujours avec Claude Garcia, administrateur de cette société. Claude, est-ce que il y a un autre point que vous teniez à souligner concernant cette politique de l'économie québécoise? Oui, des choses qui ne sont pas là. Et ce sont des silences que je considère tout à fait révélateurs de l'attitude du gouvernement. La première chose, c'est que, tout d'abord, il y a la question du renversement de la ligne numéro 9, c'est-à-dire le pipeline qui va de Sarnia jusqu'à Montréal. Le gouvernement, évidemment, se dit favorable parce que ça va permettre d'approvisionner les deux raffineries québécoises avec du pétrole canadien plutôt que du pétrole importé. Maintenant, il annonce son intention de créer un bureau d'audience, de faire une audience sur l'environnement, alors que ce n'est pas du tout de sa juridiction et que les audiences publiques de l'Office national de l'énergie sont sur le point de commencer. Donc, pour un gouvernement qui est anxieux de créer des emplois et de faire démarrer des projets d'investissement, il met des bâtons dans les roues de ce projet très important pour l'économie québécoise parce que ça va assurer la permanence, si on veut, des installations pétrochimiques qui nous restent dans la région de Montréal et dans le reste du Québec. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on mentionne l'oléoduc qui doit aller jusqu'au Nouveau-Brunswick, mais on n'en parle pas plus que ça. Donc, je pense que le gouvernement, que Mme Marois a cédé devant les radicaux de son parti qui ne veulent rien savoir de ce projet-là. Un projet qui est très important pour le Canada dans son entier et pour le Québec, évidemment, aussi, puisqu'il permettrait d'acheminer le pétrole de l'Ouest, non plus par bateau de Montréal jusqu'à Lévis, mais de l'acheminer par oléoduc, donc avec des risques moins élevés qu'à l'heure actuelle. Monsieur Garcia, le temps file. Je vais peut-être laisser la parole à Monsieur Letao, parce qu'il y a un autre projet qui est très concret pour les consommateurs, c'est ce programme de rénovation verte. On dit qu'on veut accorder un crédit d'impôt d'environ 20 par rapport à des dépenses qui doivent atteindre au moins 2 500 $. Est-ce que c'est ambitieux comme projet? C'est un projet qui pourrait donner des résultats intéressants. Les mesures conditionnelles pourraient, s'il était plus long.
dans le temps. Parce que ça, Mme Marois, M. Marceau nous disent que c'est pour une année, en fin de compte, en 2014, et puis après ça, c'est pas clair si ça se poursuit ou pas. Et ce genre d'initiative, pour qu'elle puisse vraiment avoir des résultats concrets sur l'activité économique et sur la rénovation, etc., l'investissement, il faut qu'il soit d'une plus longue durée. À peine un an, il me semble que ce n'est pas suffisant pour vraiment produire un incitatif intéressant à cette activité-là. Mais est-ce que c'est là l'une des bonnes mesures pour stimuler de l'emploi rapidement et surtout pour des petites entreprises? Pour l'emploi rapidement, il y a ça, il y a aussi la rénovation des écoles. Donc, mais comme M. Garcia avait mentionné au début, généralement, ce type de mesures-là, on les met en place quand l'économie est vraiment dans des mauvais draps. Parce que ce sont les choses qui peuvent donner des résultats concrets le plus rapidement possible. Donc, d'accord. J'aimerais ajouter sur la question En fait, c'est que M. Garcia, l'émission tire déjà bientôt à sa fin. Malheureusement, ça passe vite, 30 minutes. Alors, mais vous inquiétez pas, on va vous réinviter sur une prochaine émission, possiblement sur Hydro-Québec. Alors, M. Garcia, merci beaucoup de vous être déplacé dans nos studios de Québec. Ça a été un plaisir, comme d'habitude. Carlos Letao, économiste en chef chez Valeurs Mobilières Banque Laurentienne, merci encore une fois. Alors, on se retrouve demain pour un autre bulletin de nouvelles. Merci.